Kairi à toutes et tous et bienvenue sur Histoire d'aimer. Aujourd'hui, je vous propose de parler des causes et des conséquences de ce que l'on a appelé le miracle grec, c'est-à-dire l'apogée de la Grèce classique vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Coïncidence pas étonnante, c'est aussi celle des personnalités et des monuments les plus célèbres, comme Périclès, Socrate, le Parthénon, etc. Mais la question qui se pose par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce que la Grèce a connu un tel miracle à l'époque comparé à ses voisins? En 1000 avant Jésus-Christ, le nombre de Grecs sur Terre est estimé à environ 330 000, principalement concentrés dans la moitié sud de ce qui est aujourd'hui la Grèce. Mais en 450 avant Jésus-Christ, ils vont être 3 millions, dont la moitié seulement en Grèce. Et enfin, en 300 avant Jésus-Christ, après Alexandre, on a une population grecque d'environ 9 millions de personnes, dont seulement le tiers en Grèce. Ça veut donc dire qu'il y a eu un boom démographique, mais aussi une expansion tout autour de la Méditerranée. Alors, gardons quand même à l'esprit que c'est des chiffres qui ont une très grosse marge d'erreur. Par exemple, si on regarde la population de l'Empire perse, les estimations vont de 10 millions à 50 millions pour la même époque. Mais même si ce sont des estimations au pif, ce qui nous intéresse, c'est la tendance. Sur la même période, la surface médiane d'une maison va passer de quelque chose comme 80 mètres carrés à 360 mètres carrés. Donc ça veut dire que le grec moyen va devenir considérablement plus riche sur la période. Mais encore une fois, la question c'est pourquoi. Sur le papier, la Grèce n'a pas un climat particulièrement approprié, si on compare ça, mettons, à la Mésopotamie, la vallée de l'Indus, parce que de nos jours, en moyenne, il va tomber quelque chose comme 385 mm de pluie par an sur Athènes, ce qui est tout juste assez, en fait, pour cultiver des céréales sans irrigation. Mais le facteur déterminant, en fait, ça va être la quantité de montagne. 78% de la Grèce est montagneuse si on regarde les critères de l'UNEP, contre moins de 20% de la France. Ça veut donc dire que l'agriculture va être difficile et qu'il n'y va pas y avoir de grandes rivières en fait qui vont permettre une irrigation facile. Et il faut bien se rappeler qu'à l'époque, on a plus de 90% des gens qui vivent de l'agriculture. Un début de réponse, c'est l'organisation elle-même en fait de la civilisation grecque. À l'époque, il n'y a pas une seule Grèce, mais une multitude de cités qui forment parfois des alliances entre elles. Le résultat, c'est une tapisserie de poléis plus ou moins autonomes les unes des autres. Pour faire court, une cité grecque, c'est quoi? Ça va être un centre-ville avec un site sacré qui va être généralement sur une acropole ou un autre site facile à défendre. En pratique, la moitié environ des polis grecs, donc des cités grecques, vont être situées à une élévation de plus de 100 mètres. Et justement, il va y avoir beaucoup de monde dans ces villes parce qu'une grande partie de la population va vivre dedans. Ceci dit, même d'après Thucydide, la plupart des gens ne vivent pas forcément dans la cité elle-même, mais dans des plus petites poléis qui sont en satellite d'une plus grande cité. Ça, c'est une structure qui est apparue relativement tôt en fait dans l'histoire de la Grèce, dès l'époque archaïque. Mais le nombre de polis va justement exploser dans le siècle qui va précéder le miracle grec. Et donc on a des cités grecques qui vont pousser mais comme des champignons. Parce que justement, poussés par cette explosion démographique et économique, beaucoup de cités grecques vont aller fonder des colonies. Le processus de fondation des colonies, il est extrêmement codifié. Une police va toujours lancer une expédition avec un chef d'expédition désigné sur un endroit qui est généralement exploré à l'avance. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais on vous en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'environ une cité grecque sur 10 va être une cité-mère, c'est-à-dire une cité qui va fonder des colonies. Mais cette colonisation, c'est plus une conséquence en fait du miracle que vraiment une cause. À présent, parlons un peu de l'économie grecque. À l'époque, l'agriculture est le moyen de subsistance d'une grande majorité de la population et d'une grande majorité des citoyens. Ce qui peut nous surprendre quand on regarde ça de nos jours, c'est que d'après Aristote, la plupart des communautés grecques avaient une répartition assez équitable des terres arables, qui vont être divisées en fermes de taille moyenne. Petite parenthèse, les Spartiates avaient généralement des plus grandes exploitations qui étaient entretenues par des semi-esclaves qu'on appelle les hélotes. Conséquence prévisible, le nombre de citoyens va petit à petit se réduire
jusqu'à devenir une élite riche, mais très minoritaire. La clé, c'est qu'on a très peu de grandes exploitations et beaucoup de moyennes, ce qui fait que la Grèce avait probablement une classe moyenne relativement importante. Mais à ce sujet, beaucoup de citoyens ne possèdent pas de terre. Ils vont travailler comme commerçants, artisans, etc. dans la police elle-même. Et donc on se retrouve avec la Grèce qui a une proportion assez élevée d'artisans et de citoyens agriculteurs, relativement aisés. Bon, tout ça c'est bien beau, mais attention quand même à relativiser. La proportion de citoyens, elle n'est pas constante, elle va beaucoup varier d'une cité à l'autre. Comme on en parlait, elle est estimée à moins de 10% à Sparte, mais à Athènes, on pense que, plus ou moins, la population se divise en 3 classes à peu près égales. Esclaves, non-citoyens libres et citoyens. Justement, Athènes, parlons-en. À Athènes, il va y avoir ce que l'on appelait les réformes de Solon, qui vont solidifier cette fameuse classe moyenne, en favorisant les petits propriétaires terriens, en favorisant l'export de l'huile d'olive, en interdisant l'esclavage entre Athéniens, et enfin en facilitant l'accès à la citoyenneté, évidemment pour ceux qui en ont les moyens. La citoyenneté athénienne, justement, va se diviser en plusieurs classes en fonction du niveau de richesse. Auber, justement, suggère que ces réformes vont réorienter Athènes d'une économie agricole vers une économie de spécialistes et d'industrie. Encore une fois, coïncidence, ces réformes elles vont avoir lieu au 6e siècle avant Jésus-Christ, le siècle qui va précéder le miracle grec. Et de manière générale, en Grèce, il semblerait que cette structure de classe moyenne apparaisse justement juste avant le miracle grec, aux environs du 6e siècle. Du coup, ça paraît logique d'y voir une des causes du miracle, à Athènes en particulier, où Athènes va voir les prémices d'institutions modernes, comme ces pinakia qui étaient utilisés pour sélectionner des jurés. D'après Oliver, on a des traces de banques qui pourraient prêter de l'argent à Athènes à cette époque, mais ça reste relativement rare. Mais chez les Grecs antiques, on a donc cette notion d'investissement, de commerce qui a pris racine. On a donc cette notion d'investissement et de commerce qui a pris racine. Alors, petit bémol, on a beaucoup parlé d'Athènes jusqu'à présent, parce que c'est la police dont on a le plus grand nombre de traces. Pour le reste de la Grèce, on est obligé d'extrapoler un peu. Il y a tout de même un revers de la médaille au miracle grec. La proportion de gens qui sont pauvres, c'est-à-dire qui ont tout juste de quoi subsister, va rester très élevée. Et en plus, va y avoir beaucoup d'esclaves dans la société grecque. De nos jours, on estime que la proportion d'esclaves chez les Grecs était entre 15 et 40%. Donc on a une minorité qui est très considérable, même si elle est dépassée en nombre par les laboureurs pauvres, mais qui ne sont pas esclaves. Mais pour les Grecs, c'est quelque chose de très naturel. Comme le souligne Aristote, ouvrez les guillemets, l'esclave travaille pour que l'homme libre puisse faire autre chose. Et justement, d'après Aristote, c'est la présence de cette main-d'œuvre qu'on peut corvéer à souhait qui va libérer la classe moyenne pour faire autre chose. Justement, Xénophon suggère que les esclaves vont être beaucoup utilisés en agriculture, mais aussi dans les mines d'argent et dans les ateliers. Par exemple, d'après Lysias, on sait qu'une des plus grandes ergasterias d'Athènes appartenait à un métèque, Képhalos, qui avait un établissement de fabrication de boucliers qui comptait 120 esclaves. Donc la Grèce, c'est une société relativement industrialisée qui utilise les esclaves comme main-d'œuvre bon marché. On a donc des esclaves qui dégagent du temps libre au reste de la population. À Sparte, les citoyens vont choisir de passer leur nouveau temps libre à s'amuser et à s'entraîner à faire la guerre, d'où leur réputation. Mais dans le reste du monde grec, les citoyens vont principalement utiliser ce temps libre pour devenir une bourgeoisie industrielle et productive. Alors, on a parlé de citoyens et d'esclaves, mais on a des sources aussi qui suggèrent que d'autres parties de la société participent à l'économie. Par exemple, les femmes ont très peu de droits dans la société grecque. Mais elles vont être responsables de toute l'industrie textile, parfois à l'aide d'esclaves, évidemment. Les tissus fins en particulier, qui vont demander un tissage professionnel. Il y a des commerces spécialisés qui existaient à Athènes et qui étaient parfois tenus par des femmes. Les Grecs ne sont pas les seuls esclavagistes de l'époque. L'esclavage existe en Égypte antique et dans les sociétés antiques de Mésopotamie.
En Inde et en Chine, il semble avoir été moins répandu, mais en Inde ancienne, il y a déjà un système de caste qui s'apparente à un esclavage de facto. Et en Chine, il semble avoir été remplacé par une forme de corvée annuelle due à l'État. En revanche, l'esclavage va progressivement perdre de son importance sous l'Empire perse. Par contre, il est bien possible que la Grèce antique eût été l'une des premières sociétés d'esclavage à grande échelle. Par exemple, en Égypte antique, c'est resté un phénomène à petite échelle, sans grand marché aux esclaves, jusqu'à l'époque romaine. Et la proportion d'esclaves dans la population n'a pas dépassé 10%. En Mésopotamie, le Code d'Hammurabi a beaucoup de références au traitement des esclaves et à des lois qui s'y rapportent, mais là aussi, ça ne semble pas avoir été aussi important que chez les Grecs. Ceci dit, on n'a pas assez de données pour tirer une conclusion définitive, ce ne sont que des tendances. Alors, donc, est-ce qu'il y aurait eu deux miracles grecs différents ou bien une conjonction de ces deux facteurs? Peu importe la réponse, les conséquences sont indéniables. Il y avait beaucoup d'échanges à l'intérieur du monde grec et à l'extérieur. Pour Aristote, le but ultime d'une économie, c'est l'autosuffisance, en exportant le surplus et en important ce qu'on ne trouve pas dans la cité. Démosthène note qu'en Grèce, il y avait un réseau de routes qui était très dense et que les marchandises étaient transportées par mulet ou par la mer. Justement, un de ses discours parle du prêt d'une somme d'argent pour un voyage de commerce maritime. Pour les produits, il y en a des très populaires, comme la céramique à glaçure noire d'Athènes, qu'on va retrouver un peu partout dans le monde antique, et on pense même que les ateliers athéniens produisaient des poteries spécifiques pour le marché carthaginois. Par exemple, on a des traces dans l'épave de l'Elsec qu'il y avait une importante quantité de poteries attiques, et ça montre la complexité et l'intégration des économies sur tout le tour méditerranéen. Cela étant dit, parlons maintenant un petit peu du système politique grec. Quand on pense aux cités grecques, on a tous en tête spontanément la démocratie athénienne. Mais en vérité, il y avait une grande variété de systèmes, qui vont de l'autocratie à la démocratie à l'oligarchie. Pour reprendre l'exemple d'Athènes, elle-même a flirté avec l'oligarchie à plusieurs reprises, comme avec les éphémères conseils des 400 et des 30. Auber suggère que environ la moitié des cités grecques étaient, plus ou moins, démocratiques au 5e siècle avant Jésus-Christ, et que justement la démocratie s'est répandue à l'époque du miracle grec. Mais aujourd'hui, on a reclassé beaucoup de ces démocraties en oligarchie. Ça met un peu du plomb dans l'aile à l'argument d'Auber, qui voyait justement dans la démocratie une des causes du miracle. Mais un trait commun à la plupart des cités grecques, ça va être la notion de citoyen. Les citoyens, masculins et relativement riches, sont censés à minima avoir le droit d'occuper certains postes politiques. Bien sûr, la situation va varier selon chaque cité, mais ils ont en tout cas plus de droits que les classes inférieures, type métèque ou élote. Pour revenir à l'argument d'Auber, il suggère justement qu'avoir des acteurs indépendants, égaux et qui peuvent jouer avec les lois du marché, sans économie planifiée, est un facteur dans le miracle grec. Ceci dit, même à Athènes, on avait quand même un certain contrôle, avec beaucoup de magistrats qui administraient les marchés, comme les agoranomoi par exemple, qui s'assuraient que toutes les marchandises vendues étaient de qualité. Malheureusement, avec seulement une poignée d'écrits sur l'économie qui ont survécu, il est probable qu'on n'aura jamais une idée claire. Et c'est encore plus vrai pour les économies d'avant la Grèce classique, comme l'économie mycénienne, qui était, ne l'oublions pas, une économie de palais, très centralisée. Et n'oublions pas non plus que plus des 2/3 de la population n'est pas citoyen, et même encore plus si on compte les femmes et les enfants. Et que tous les citoyens n'ont pas toujours les mêmes droits, et que les Grecs ont un système d'esclavage assez sévère par rapport à leurs contemporains. Par contre, le système va protéger cette fameuse classe moyenne qui sait qu'elle devrait pouvoir profiter des fruits de son travail. Par-dessus le marché, la division politique des cités grecques entraîne une compétition. Il faut s'étendre, fonder des colonies, augmenter son marché pour prendre le pas sur les autres cités grecques. N'oublions pas que la plupart des guerres que les Grecs font sont entre Grecs. Ce sont des guerres relativement propres, ritualisées, qui sont loin des guerres totales du XXe siècle.
Alors, bien sûr, il y a de nombreux exemples de polices conquises et cramées sur toute leur surface, comme Thèbes par Alexandre le Grand, ou des exemples où une armée grecque est massacrée par une autre, comme le massacre des Argives par les Spartiates à Sépia. Mais tout ça reste rare. La plupart des conflits vont avoir un enjeu local, comme un champ ou un village. À ce sujet, une anecdote intéressante. D'après Thucydide, peu avant la guerre du Péloponnèse, les Spartiates ont renvoyé un contingent de hoplites athéniens qui étaient venus les aider à mater une révolte hélote, par crainte que les Athéniens finissent par soutenir les rebelles. En représailles, les Athéniens permettront aux survivants de venir s'installer sur leur territoire. Un aspect assez remarquable est que tout au long de la période, aucune cité grecque ne va définitivement prendre le pas sur les autres. La première unification de la Grèce, c'est la conquête par les Macédoniens, et la première unification durable, c'est celle de la conquête par les Romains. Les deux candidats à l'hégémonie sont Athènes et Sparte, qui vont s'affronter avec leurs alliances pendant la guerre du Péloponnèse, dont nous vous parlerons dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, il suffit de remarquer que cette, entre guillemets, guerre de forte intensité aura pour effet d'affaiblir les Grecs durablement et de les rendre vulnérables plus tard aux Macédoniens. Donc au final, pourquoi y a-t-il eu miracle grec? La structure des classes sociales. Il y a à l'époque beaucoup de fermiers indépendants moyennement riches, donc une classe moyenne abondante pour l'époque. C'est un système qui est plus typique de ce qu'on trouve dans une économie du type révolution industrielle. Ceci se combine au fait que les esclaves vont diminuer le coût de certaines tâches et libérer plus de gens pour faire autre chose. Évidemment, les Grecs n'ont pas le monopole mondial de la classe moyenne, mais c'était évidemment une des économies où on en retrouve le plus. Alors, toute cette structure économique et sociale, elle n'est pas apparue par magie en 450. Il faut plutôt voir le miracle grec comme le prolongement et la conséquence naturelle de la mise en place de tout ça pendant les siècles précédents. On remarquera que ces deux facteurs existent en équilibre instable, comme le montre l'exemple de Rome. Un des facteurs qui a contribué à la chute de la République romaine, c'est l'afflux d'esclaves issus des conquêtes, qui va mettre sur la paille la classe moyenne de petits fermiers citoyens romains. Le deuxième volet du miracle, transposé ici à Rome, prend le pas sur le premier. Encore une fois, petit bémol, on pense que ça n'a été qu'un des facteurs qui ont contribué à la chute de la République. On vous en parlera sûrement plus tard. Enfin, il existe potentiellement une explication bien plus simple, un biais dû à l'abondance des sources en grec, en tout cas en Occident moderne. N'oublions pas que même les historiens grecs considérés comme fiables exagèrent parfois. Hérodote écrit que les Grecs affrontent environ 300 000 Perses à Platée, mais de nos jours, les estimations modernes sont un tiers ou la moitié de ce total. Il y a aussi l'exemple des Phéniciens et des Étrusques qui avaient une structure faite de cités-États. Mais l'historiographie récente souligne leur richesse, avec notamment l'exemple de Carthage, et on commence à penser qu'ils se sont aussi probablement enrichis sur la même période que le miracle grec. Voici un argument à ce sujet, le tribut de l'empire achéménide perse, d'après Hérodote. Le premier district, qui contient les Ioniens, Cariens, Lyciens, Dalmatiens et Pamphyliens, cherchez l'erreur, paie environ 400 talents d'argent de tribut. D'après Auber, il contiendrait environ 1 million de Grecs. Et d'après la répartition de nos jours de la population en Turquie, un total de 1,5 million semble raisonnable. Alors certes, les villes ioniennes ne sont pas Athènes et Sparte, mais si le miracle grec est censé être universel à tous les Grecs, il faut les considérer aussi. En comparaison, le 6e district, l'Égypte, paye 700 talents, et le 9e district, la Mésopotamie, paie 1000 talents. Mais la population de ces districts est d'environ 3 à 6 millions chacun. Il semblerait donc que l'Ionie paie un tribut per capita un peu plus élevé que ces deux régions. Ceci dit, il y a d'autres districts qui paient aussi de fortes sommes. Le 4e district de Cilicie paie 500 talents pour environ 1 million d'habitants.
Et les conditions dans ces districts vont rappeler celles de la Grèce, avec des cités décentralisées et une importance du commerce. Et même certains districts relativement isolés peuvent parfois payer beaucoup, comme la Bactriane qui paie 350 talents. Finalement, peut-être qu'une meilleure conclusion est qu'il y a eu un miracle, mais pas exclusivement grec. L'économie de toute la Méditerranée va se transformer pour devenir plus urbanisée, plus productive et plus pauvre. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo sur Histoire des Nuits.